Salut les curieux, comment ça va? Bon, je vous propose que l'on ne perde pas de temps et qu'on passe directement au programme de la vidéo. La bataille la plus ridicule de l'histoire, le héros inconnu de la Seconde Guerre mondiale et un sport fictif qui devient réel. Bon bah je crois que c'est parti. Bon, comme d'hab, on se remet en situation, on est à la fin du XVIIIe siècle et on est en pleine guerre austro-russo-turque. La Russie tout d'abord cherche à agrandir ses terres pour pouvoir reconstruire l'Empire byzantin. Elle s'allie donc avec l'Autriche pour pouvoir mettre l'Empire ottoman en dehors de l'Europe. L'Autriche quant à elle cherche à obtenir le reste des Balkans, à savoir la Serbie, la Bosnie et l'Albanie. Et l'Empire ottoman quant à elle, veut pas dégager, et je la comprends. Bref, ils se font la guerre et dans la nuit du 17 au 18 septembre 1788, arrive la bataille de Caransebeș, petite ville qui se trouve aujourd'hui en Roumanie. Et cette bataille est disons assez atypique. Donc l'armée autrichienne arrive à Caransebeș avec à peu près 100 000 hommes. Comme toutes les armées, elle a une avant-garde, nommée les hussards, et ceux-ci croisèrent des roulottes de gitans près de la rivière de Timis. Les gitans proposent contre monnaie les services habituels, à savoir des femmes et du schnapps. Tu te doutes, les hussards, bien contents de pouvoir boire un coup, raflent tout, ce qui ne laisse plus rien pour les fantassins qui arrivent plus tard. Les fantassins arrivent sur ces entrefaits et, jaloux des hussards, réclament l'alcool. Les hussards refusent donc et c'est là où ça commence à partir en vrille. Dans un premier temps, ils construisent une fortification à même le camp pour se protéger des fantassins. Les fantassins essayent de pénétrer dans la fortification et l'un d'eux se met même à tirer avec son fusil. À partir de là, tout le monde sort son fusil et ça tire dans tous les sens. À tel point que les autres fantassins à l'arrière pensèrent que c'était les Turcs qui attaquèrent et se mirent donc à crier pour prévenir tout le monde. Les officiers les plus proches qui voulaient calmer les choses se mirent à crier « Halte !». Le problème, c'est que dans la cohue générale, les fantassins entendirent « Allah !», cri de guerre des Turcs. Les tirs et cris firent paniquer les chevaux et un officier pensa donc que la cavalerie des Turcs chargeait. Et à ton avis, quelle fut sa bonne idée? Faire sauter le camp à coup d'artillerie, bien sûr. Ah bah là, c'est sûr que c'est radical. L'Autriche fut donc obligée de battre en retraite devant un ennemi invisible, et l'empereur Joseph II, chef des armées, fut même renversé de son cheval et tomba dans un ruisseau. Ah bah quand t'as pas de chance, c'est jusqu'au bout. Cette bataille fit près de 10 000 morts et dut bien faire rire les Turcs aussi. Donc, pour conclure, ne partez jamais à la guerre avec des Autrichiens. Alan Turing est un mathématicien et cryptologue anglais qui est né en 1912 à Londres. Petit, il montre très vite des signes de génie, notamment dans les mathématiques. Durant ses études, il rencontrera Christopher Morcom, un étudiant passionné de cryptologie avec qui il deviendra ami. Malheureusement, celui-ci décédera très jeune, ce qui poussera Alan dans la cryptologie. Il continuera ses études avec brio et deviendra chercheur dans l'université de Princeton. Mais en 1938, l'Angleterre réalise les dangers de l'Allemagne nazie et décide donc de leur déclarer la guerre. Alan, âgé de seulement 26 ans, décide de rejoindre les services secrets à Bletchley Park. Il sera affecté avec d'autres savants sur le décryptage du système de communication des Allemands, Enigma. Enigma est la machine inviolable de l'époque. Elle permet, avec une clé, de crypter tous les messages que l'on veut envoyer. Bon, tu vas me dire qu'il suffit de trouver la clé pour pouvoir tout décrypter. Et c'est là le hic, les Allemands changent de clé toutes les 24 heures. Et avec plus de 159 milliards de possibilités, oui, Enigma devient quasi inviolable. Mais pas pour Alan, qui décide de créer une machine pour pouvoir contrer Enigma. Christopher, ou la bombe de Turing, effectue électriquement une chaîne de déduction logique à partir de mots probables, et ainsi permet de ne laisser qu'une dizaine de possibilités. Grâce à cette machine, l'Angleterre put décoder tous les messages allemands et nous donner un avantage stratégique certain. On utilisa cet avantage notamment pour la plus grande opération militaire, l'opération Neptune, ou le débarquement en Normandie si tu préfères. Alan Turing rédigea par la suite le premier projet détaillé d'un ordinateur, l'ACE. Malheureusement, il se suicida le 8 juin 1954 en croquant dans une pomme de cyanure. Une pomme croquée, ça te dit rien? Et oui, beaucoup de personnes pensent que le logo vient de là, après ça n'a jamais été vraiment validé par Apple. Pour finir, je vous conseille de regarder le film Imitation Game qui retrace la vie d'Alan Turing et qui est pour moi l'un des meilleurs films. Sauf si tu l'as déjà vu bien sûr. Après ça voudrait dire que tu savais déjà tout ce que je viens de raconter. Aujourd'hui, on répond à Marie qui me demande comment fonctionne le Quidditch moldu. Bon, déjà, parlons de l'origine du Quidditch. Alors, pour tous ceux qui auraient vécu dans une caverne ces 20 dernières années, le Quidditch est un sport tiré des romans d'Harry Potter. Pour t'expliquer, deux équipes s'affrontent dans un match de 7 contre 7 sur des balais volants. Chaque équipe possède 3 poursuiveurs, un gardien, 2 batteurs et un attrapeur. Les 3 poursuiveurs se passent le soif pour le faire passer dans l'un des 3 anneaux défendus par le gardien adverse. Les
2 batteurs sont armés d'une batte pour pouvoir frapper les cognards et ainsi les renvoyer sur l'équipe adverse. Oui, je sais, c'est assez violent comme sport. Les cognards sont des espèces de balles noires en fer qui poursuivent le joueur le plus proche. Et enfin, les attrapeurs essayent de récupérer le vif d'or, une petite balle en or avec des ailes qui fuient tous les joueurs approchant. Le match se termine lorsque le vif d'or est récupéré et celui-ci donne 150 points à l'équipe qui l'attrape. Bon, ok, tout ça est dans les livres. Donc, vu que le livre a eu beaucoup de succès, certains fans se sont mis à imaginer le Quidditch mais version moldue. Et disons que c'est moins spectaculaire. Ah, je vous laisse seul juge, hein. Les règles sont quasi similaires, il y a bien les 7 joueurs, le terrain et les 3 anneaux. Par contre, il y a quelques différences. Comme vous le voyez, les joueurs doivent tenir un balai entre leurs jambes. Les batteurs lancent des cognards sur les autres joueurs pour les immobiliser temporairement. Et le vif d'or, c'est un gars neutre, habillé en jaune, qui a accroché dans son dos une chaussette dans laquelle une balle de tennis a été glissée. Il faut savoir aussi qu'une Coupe du Monde est organisée tous les 2 ans et rassemble pas moins de 23 pays. Pas mal pour un sport qui est à la base fictif. Bon, après, faut aimer courir avec un balai entre les jambes. Non, pas de mauvais jeu de mots. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de partager et de vous abonner en cliquant là. N'oubliez pas aussi d'indiquer un sujet qui pourrait vous intéresser dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau Culture Minute, c'était Tito, ciao les curieux!